Notre histoire prend place à Wilseyville, aux États-Unis. On se situe à 240 km de San Francisco, la plus importante ville de l'État. Le 2 juin 1985, la police de San Francisco reçoit un appel. Un jeune homme d'origine asiatique vient de dérober un étau dans une quincaillerie. Sa description est assez brève. Il a 25 ans, il est petit et porte une parka. Le vendeur a eu le temps de voir son véhicule, une Honda Prélude de 1980. Et il a eu aussi le temps de relever sa plaque d'immatriculation. Une patrouille du secteur se lance à la recherche du modèle concerné. À son bord, l'agent Daniel Wright. La Honda est retrouvée peu de temps après. L'homme au volant ne ressemble pas au signalement transmis par téléphone. Nous sommes là sur un homme blanc, de forte corpulence, avec une barbe. L'agent de police demande les papiers du conducteur. Le permis de conduire présente l'individu sous le nom de Robin Stapley. Il est censé avoir 26 ans, mais il semble clairement plus âgé, rendant le policier plus que méfiant. En parallèle, le véhicule est fouillé. Le coffre révèle la marchandise volée dans le commerce un peu plus tôt. Robin sort un reçu, indiquant que l'achat a été réalisé dans le commerce concerné par le vol. Quand il entend ça, l'agent de police ne répond pas. Il s'intéresse désormais à autre chose, un sac. Un revolver de calibre 22, équipé d'un silencieux, se trouve à l'intérieur. L'agent Wright s'intéresse de nouveau au conducteur. Il lui demande à qui appartient le véhicule. Robin révèle que ce n'est pas lui, que c'est un homme du nom de Lonnie Bond. L'agent Wright souhaite désormais savoir où se trouve cet homme. Robin indique seulement que Lonnie est dans le nord du pays. L'agent de police décide de se rapprocher de la centrale par radio afin de se renseigner. La plaque d'immatriculation du véhicule révèle également un secret. Elle n'est pas censée être rattachée à ce véhicule, mais à un autre modèle. Le véhicule concerné est bien enregistré sous le nom de Lonnie Bond. Il renseigne également le numéro de série de l'arme afin de savoir si elle appartient à Lonnie. Mais ce n'était pas le cas, ce n'était pas son arme. Robin Stapley est le propriétaire. Muni de ces éléments, l'agent Wright continue de poser des questions à Robin. Ici, il est désormais sujet de l'arme à feu. Il indique à Robin que l'utilisation d'un silencieux est interdite. Mais l'homme va se défendre. Le pistolet n'est pas à lui, mais au propriétaire de la voiture. Là, l'agent Wright comprend que Robin était en train de mentir. Il informe son interlocuteur qu'il doit le suivre. L'homme est conduit au poste de South City afin de tirer les choses au clair. Les découvertes se poursuivent. Le numéro d'identification du véhicule révèle qu'il n'est pas relié à Lonnie Bond, comme on aurait pu le croire. S'il est propriétaire d'un modèle détenteur de la plaque, le véhicule appartient à un autre homme. Ce dernier, Paul Costner, a été mystérieusement porté disparu 9 mois plus tôt. L'agent White mentionne tous ces éléments à Robin. Et devinez quoi? L'homme va se décomposer. Il n'avait pas de réponse à formuler. Ce qu'il souhaite désormais, c'est une feuille, un crayon ainsi qu'un verre d'eau. On le questionne sur le mot qu'il souhaite écrire. Robin indique qu'il veut juste laisser un mot pour sa femme. Il l'écrit sous les yeux de l'agent avant de le placer dans la poche de sa chemise. Robin fait alors une révélation. Il révèle l'identité de son ami, l'homme qui a commis le vol. Il s'appelle Charles Ng. L'homme décide également de révéler son vrai nom. Il s'appelle Leonard Lake. C'est un fugitif recherché par le FBI d'après ses termes. Maintenant qu'il s'est délesté de son secret, il sort quelque chose du revers de sa chemise et il le porte directement à sa bouche. Il ne faut que quelques instants pour que Léonard commence à se sentir mal. Ses yeux se transforment et il se met alors à convulser. L'homme est transporté d'urgence à l'hôpital. Il entre dans un état comateux et est maintenu en vie par des appareils. Les soins apportés ne permettent pas à Robin de recouvrir la santé. L'homme perd la vie le 6 juin. Les analyses réalisées suite à son décès permettent de déceler un empoisonnement au cyanure. Le suspect a mis fin à ses jours. Les autorités prennent immédiatement contact avec les proches de Robin Stapley. Ce sont eux-mêmes qui ont signalé la disparition du jeune homme. Ils viennent dans le but d'identifier l'individu qui a perdu la vie à l'hôpital. Ils confirment assez vite les premières impressions des agents de police. Le relevé d'empreintes digitales confirme la dernière déclaration. Il s'agit bien de Leonard Lake, un homme ayant connu des déboires judiciaires. Suite au geste de Léonard, le véhicule est fouillé. Bon, je vous arrête 2 secondes, ça peut paraître un peu bourbier. Il se prénommait Robin, mais au final, il va dire qu'il s'appelle Léonard. On peut vite se perdre. Donc je sais pas si vous m'avez bien suivi, mais au final, la police comprenne qu'il s'agit bien de Léonard, et non de Robin comme il se faisait passer. Donc comme je le disais, suite au geste de Léonard, le véhicule est fouillé.
Les autorités souhaitent comprendre comment une affaire de vol a mené à cet événement. On découvre des traces de sang sur le véhicule passager. Un trou laisse entendre qu'un projectile a été tiré. 2 douilles se retrouvent également sur le sol. La boîte à gants regorge de nombreux papiers. Une carte bancaire du nom de Randy Jacobson, un reçu au nom de Clara Lynn Balazs. Cette dernière n'est autre que l'ex-femme de Leonard. Une recherche est lancée concernant Paul Costner. C'est un homme âgé de 39 ans qui est vendeur de véhicules d'occasion. Il a un lien avec Lonnie Bond. Il n'a plus donné de signe de vie depuis le 2 novembre 1984. Paul avait confié à sa petite amie qu'ils allaient rencontrer un type bizarre. Comme aucune adresse de Leonard est connue, des policiers sont envoyés chez son ex-femme. Clara Lynn Balazs donne une localisation où l'homme vivait, un ranch appartenant à ses parents. Les détectives désormais mandatés sur l'affaire se rendent alors sur place. L'endroit est facile à trouver grâce aux instructions transmises par Clara Lynn. Les éléments à proximité du ranch se révèlent assez instructifs. L'endroit est isolé et dissimule de nombreux secrets, à commencer par un bunker et une réserve d'armes. Le premier repère est bien plus vaste qu'il n'y paraît. Une porte a été minutieusement cachée dans le mur. Elle dissimule 2 autres pièces dont l'une est verrouillée. Elle dévoile le pire. Une chambre avec un lit modeste, un seau en plastique et un rouleau de papier toilette. La décoration de la pièce fait froid dans le dos. Des outils tachés de sang, des liens et des vêtements féminins laissés à l'abandon. L'horreur ne s'arrête pas là. La seconde pièce met en lumière un dispositif vidéo. Un journal se trouve à proximité. Il a été tenu par Leonard lui-même et révèle le côté survivaliste de l'homme. Il a écrit sur papier sa préparation en amont d'une guerre nucléaire. L'homme projetait de reconstruire l'humanité à l'aide d'esclaves intimes féminins. Ce projet a été nommé Opération Miranda. Oui, cet homme était complètement barjot et vous êtes loin d'avoir tout entendu. Le dispositif vidéo intéresse les agents de police. Des cassettes sont récupérées sur place. Les images visionnées par la suite se révèlent insoutenables. Elles montrent des femmes subissant torture et agressions intimes de la part de Leonard et d'un autre homme. Ce second individu, au trait asiatique, semble être Charles Ng, dont Leonard a fait mention. Il est désormais capital de mettre la main sur lui. Il est temps maintenant de présenter nos 2 protagonistes. Leonard Thomas Lake est né le 29 octobre 1945 à San Francisco. Il est l'aîné des 3 enfants de Gloria et Elgin Lake. On a connaissance du nom d'un frère, Donald. Leonard connaît de nombreux foyers durant son enfance en raison de nombreux conflits entre ses parents. Gloria et Elgin se séparent alors qu'il a 6 ans. La fratrie est envoyée vivre chez ses grands-parents maternels au moment du divorce. Il aura par la suite 2 demi-sœurs d'une nouvelle union de sa mère. Leonard est un enfant qualifié d'intelligent. Il a cependant une obsession loin de son âge, la pornographie, et cela va le conduire à une certaine dérive. Le garçon use de son ascendant sur ses jeunes sœurs afin de réaliser des photos d'elles nues. Certaines sources indiquent que sa mère ou sa grand-mère était au courant de cette affaire. La personne en question l'aurait soutenu dans cette idée. Il est même plausible que Leonard ait abusé de ses sœurs. Quand je vois ça, je vous promets que ça me rend triste. Se dire que des choses aussi horribles ont pu se réaliser, c'est insoutenable. Cet enfant a été un monstre et dès son plus jeune âge. Le jeune garçon connaît d'autres travers dans son enfance. Il aurait tué des souris en les plongeant dans des produits chimiques. Leonard songeait également à réduire des femmes en captivité. Il tirait cette idée du roman John Fowles The Collector. Le récit raconte l'histoire d'un homme séquestrant une femme dans la cave de sa ferme. Le roman est divisé en 2 parties, celle de l'agresseur et de la victime, Miranda. Et rappelez-vous un peu plus tôt, c'est comme ça qu'il a nommé son projet, Opération Miranda. Donc tout ça avait un petit lien, ça venait de là. Toutes ces idées sombres ont été nourries durant son enfance, son adolescence. Du côté de sa scolarité, Leonard est inscrit au Balboa High School de San Francisco. À 19 ans, l'homme s'engage dans la marine américaine. Nous sommes au milieu des années 1960. Les États-Unis s'apprêtent à intervenir au Vietnam. La guerre fait rage depuis de nombreuses années dans un contexte général de guerre froide. Leonard est envoyé sur place à 2 reprises. Il exerce comme opérateur radio. Leonard travaille pendant 6 mois dans l'armée. Cependant, quelque chose semble dérangeant dans sa personnalité. Le jeune homme est envoyé chez un spécialiste.
Ce dernier détecte un trouble de la personnalité schizoïde. La personne affectée se désintéresse des relations sociales. Elle montre assez peu ses émotions. Léonard ne peut plus servir sur le front et quitte les marines en 1971. Il suit alors une psychothérapie. Après plusieurs années passées au sein de l'armée, Léonard s'installe à San José. Il s'inscrit à l'université d'État, mais ne va pas au-delà du premier semestre. La suite de son parcours dans les années qui suivent est assez floue. Léonard se serait installé au sein d'une communauté hippie dans les années 1970. Il participe à des tournages pornographiques amateurs en tant que réalisateur et acteur. L'homme finira par se marier 5 ans plus tard, en 1975. Son épouse demande le divorce quand elle découvre l'activité de Léonard. Petite question qui me rend curieux ici. J'ouvre le débat dans les commentaires. Si vous sortez avec un homme ou une femme et vous découvrez plus tard dans la relation qu'elle pratique un métier un peu farfelu. Quand je vous dis farfelu, vous m'avez compris, lié au X. Quelle serait votre réaction? Vous quittez immédiatement la personne ou vous essayez de comprendre et ça passe. Et j'ai hâte qu'on puisse débattre sur cette petite question. Par la suite, l'homme effectue un court séjour en prison pour vol de voiture. Il se retrouve alors en probation pendant 1 an. Léonard réside par la suite dans un ranch à Greenfield. Il semble toujours vivre au sein d'une communauté. L'homme retrouve Claraline Balaz, une femme dont il avait fait la connaissance quelques années plus tôt. Le couple se marie en 1981. Les jeunes mariés déménagent à Philo, en Californie. Léonard se trouve un emploi en tant que gérant de motel. Claraline se soumet au début à la volonté de son mari. Elle répond à de nombreux fantasmes participant à ces films pornographiques. Mais ce nouveau mariage ne tient pas. Léonard est insistant auprès d'elle concernant ces films. Son attitude déstabilise également. Elle ne sait pas sur quel pied danser avec lui. La séparation est inévitable et le divorce est prononcé en novembre 1982. Mais malgré ça, les deux ex-époux demeurent proches. En 1982, Léonard se fait de nouveau interpeller. Cette fois-ci, c'est pour possession d'armes à feu illégales. Il règle la caution et déménage dans un autre ranch à Wilseyville. La propriété appartient aux parents de Claraline. C'est au cours de l'année 1983 que Léonard Lake rencontre Charles Ng. Les deux hommes vont devenir amis. Charles va emménager également au ranch de Wilseyville. Charles Chita Ng est né le 24 décembre 1960 à Hong Kong. Il est né au sein d'une famille aisée et son père dirige une importante entreprise. Cependant, la vie de Charles est loin d'être aussi tranquille qu'on ne le pense. Il subit des maltraitances de la part de son père. Le jeune garçon a un tempérament solitaire et rebelle. Cela ne l'empêche pas d'être expulsé de plusieurs établissements scolaires. Il est interpellé pour vol à l'âge de 15 ans. Cet événement conduit son père à prendre une décision radicale. Charles est envoyé au pensionnat de Bentham Grammar au Royaume-Uni. Son oncle y enseigne. Mais même à des milliers de kilomètres de chez lui, l'adolescent poursuit ses larcins. Il s'attaque aux affaires de ses camarades, mais il va également voler dans un magasin local. Résultat, il est une fois de plus renvoyé. Charles est alors envoyé à Belmont, en Californie. Il suit un semestre à l'université Notre-Dame de Namur. Le jeune homme ne va pas plus loin dans son parcours universitaire. Charles suit une voie similaire à celle de Léonard. Il rejoint l'armée en 1980. Comme il n'est pas citoyen américain, il se munit de faux papiers, attestant qu'il est né dans l'Indiana. Charles est promu au grade de caporal-chef après 1 an de service. Mais c'est un échec de plus. Le jeune homme est renvoyé peu après pour déshonneur. Il a volé des armes lourdes sur la base de Hawaï où il était stationné. Charles aurait tenté d'éviter la détention, voire même tenté de déserter l'armée. L'homme est reconnu coupable de plusieurs chefs d'accusation. Il reçoit une peine de 14 ans de prison militaire. Charles est finalement libéré en fin d'année 1982 puisque la peine a été commuée. Maintenant, on retourne dans le présent. Les autorités comprennent que le site de Wilseyville est d'une grande importance. Le ranch dispose d'un vaste terrain, de quoi cacher les traces de méfaits. Un dispositif est mis en place dans le but de retrouver les victimes aperçues dans les vidéos. 4 organisations judiciaires collaborent. Les fouilles durent un peu plus d'1 mois au total, couvrant la propriété jusqu'au bois environnant. Des restes humains sont déterrés au bout de 5 jours. Ce sont des dents, des fragments d'os plus ou moins détériorés. Certains éléments ont été brûlés avant d'être mis sous terre. La reconstitution permet de comptabiliser 12 victimes. Des anthropologues sont mis à contribution. Leurs révélations sont terrifiantes.
On distingue à la fois des hommes, des femmes et des jeunes enfants. Le terrain retourné dévoile également un seau scellé rempli de documents. Ce sont entre autres des carnets de chèques, des bijoux, des cartes bancaires, des permis de conduire. Ils appartiennent à différentes personnes. Les autorités tombent également sur des cassettes vidéo, de nouveaux films amateurs. Inutile de vous préciser que certaines sont des représentations très sordides. Le dispositif vidéo fait également l'objet d'analyses poussées. Le numéro de série des appareils ont été effacés. Cela rajoute du travail supplémentaire aux autorités pour leurs recherches. Le détenteur est identifié, alors que les recherches sur la propriété se poursuivent. Les appareils appartiennent à un certain Harvey Dubs. Plus étonnant encore, il a disparu tout comme sa femme et son fils le 24 juillet 1984. Une recherche est lancée pour collecter des informations à son sujet. Le jour de la disparition, la famille se trouvait à leur domicile, en présence de 2 hommes. Harvey avait récemment mis en vente ce même dispositif. Le tableau meurtrier de Léonard et Charles s'étend alors davantage. Le nombre total de victimes n'est d'ailleurs pas connu. On estime qu'il y aurait jusqu'à 25 victimes sur une période de 2 ans, entre 1983 et 1985. Ici, je vais vous parler de quelques éléments concernant les victimes dont on n'a pas parlé. Lonnie Bond, sa femme Brenda O'Connor et leur fils Lonnie Jr. étaient voisins du ranch de Léonard. Brenda avait vu un jour Léonard transporter le corps d'une femme. L'homme utilisait à ce moment-là l'identité de Charles Gunnar. Lonnie Bond demande alors à un ami de venir dormir quelque temps à la maison. Cet homme n'est autre que Robin Stapley. Les 4 personnes n'ont plus été vues après le mois de mai 1985. Randy Jacobson, 34 ans, était un homme qualifié de vagabond. Il résidait à San Francisco. Il a été vu pour la dernière fois en octobre 1984. L'homme se rendait au ranch de Léonard dans le but de vendre un véhicule. 2 voisins de Randy, Cheryl Okoro, 26 ans, et Maurice Walk, 38 ans, ont également disparu. On suppose qu'ils ont subi un sort similaire. Jeffrey Askern était un photographe de Sunnyvale. Sa voiture a été retrouvée sur la propriété. Kathleen Allen, 18 ans, est une vague connaissance de Charles Ng. Elle était la petite amie de Mike Carroll, un ancien codétenu de Charles. Ce dernier avait rejoint Charles en Californie afin qu'il s'associe pour certaines affaires. La jeune femme avait été vue sur son lieu de travail pour la dernière fois. Kathleen avait quitté son poste précipitamment suite à un appel. Il s'avère que Léonard lui avait fait croire que Mike avait été blessé par balle. Mike a été utilisé pendant quelque temps encore par Charles. Il devait attirer de nouvelles victimes au ranch, des hommes notamment. L'homme a été assassiné par la suite. 2 anciennes connaissances de Charles ont été tuées également. Clifford Paronto, 24 ans, ainsi que Jeffrey Gerald, 25 ans. Donald Guletti, 36 ans, était disc-jockey à San Francisco. Il offrait des services intimes par l'intermédiaire d'annonces, où il laissait son numéro de téléphone. Il a été contacté par Charles. Ce dernier s'est présenté et a tué Donald chez lui en juillet 1984. Donald résidait alors en colocation et l'autre résident se trouvait sur place également. Charles a tenté de le tuer mais sans succès. Il a pu quitter les lieux sans conséquence. Ici, on référence 21 femmes différentes ayant aussi fait l'objet d'actes pervers. Chacune d'entre elles a été repérée sur une photo ou un film amateur. Les autorités se lancent alors à leur recherche. Ils ont pu retrouver la trace de 6 d'entre elles seulement. Les autres avaient été depuis portées disparues. En parallèle des recherches, les enquêteurs retrouvent la trace de Charles. L'homme s'est enfui au Canada en découvrant l'arrestation de son acolyte. Il a été interpellé le 6 juillet par les forces de l'ordre de Calgary suite à un vol à l'étalage. L'arrestation ne s'est pas faite sans dégâts. L'homme était en possession d'une arme à feu qu'il n'a pas hésité à pointer sur les agents. Une lutte va alors intervenir. Charles blesse l'un d'entre eux à la main, mais cela ne lui permet pas de s'enfuir. Il est interpellé et envoyé en prison. Les autorités américaines souhaitent juger Charles concernant les crimes perpétrés avec Leonard Lake. L'homme est alors en prison au Canada suite à son arrestation. Il a eu le temps d'être reconnu coupable et condamné pour le vol, l'agression avec une arme ainsi que possession d'armes. Charles reçoit une peine de 4 ans et demi. Le détenu est loin d'être d'accord avec la procédure. Il ne souhaite pas retourner aux États-Unis pour être jugé. Il est conscient que la peine capitale est de rigueur en Californie. C'est ce qu'il risquait compte tenu des crimes qui lui sont reprochés. Charles décide alors de se battre afin de rester au Canada. À l'issue de sa condamnation,
Le jeune homme est maintenu en prison. Les tentatives de Charles d'échapper à l'extradition échouent. Les demandes sont rejetées par la Cour d'appel d'Alberta. La Cour suprême du Canada valide la demande en extradition de Charles Ng le 26 septembre 1991. Charles fera bel et bien l'objet d'un procès aux États-Unis. On apprend de quelle manière Charles a quitté le pays. L'homme s'est rendu chez l'ex-femme de Léonard, Clara Lynn. Il lui a fait part de son intention de quitter la ville. Clara Lynn conduit Charles à l'aéroport international de San Francisco. Le fuyard embarque sur un vol pour Chicago, usant d'un faux nom, Mike Kimoto. Il ne reste pas longtemps sur place. Un ami le conduit jusqu'à Détroit, à un peu plus de 4 heures de route. Ce même ami lui permet d'atteindre le Canada et Charles s'établit alors à Calgary. Arrivé aux États-Unis suite à son extradition, Charles ne compte pas se laisser faire. L'homme compte bien utiliser tous les recours possibles avant l'ouverture de son procès. Il lance des poursuites pour de multiples motifs. Certaines sources renseignent que certaines plaintes auraient porté sur la température de sa nourriture. Charles se procure des faux papiers et des accessoires utiles à une évasion lors de sa détention. Son projet est découvert avant d'être mis en œuvre. Pour ce qui est de sa défense, c'est également toute une histoire. Le détenu n'a pas vraiment confiance en ses représentants. Il change à plusieurs reprises d'avocat jusqu'à atteindre le total de 10. Charles est exigeant, au point de poursuivre quelques-uns de ses avocats pour faute professionnelle. L'homme se retrouve dans une situation particulière, celle de se représenter lui-même à son procès. Cet ultime changement repousse une fois de plus la date du procès. Le déroulé de la procédure a permis de faire de nouvelles découvertes au ranch. Des personnes de l'entourage de Léonard avaient disparu sans laisser de traces, à commencer par son frère Donald, dont les dernières traces de vie remontaient à 1983. Il était depuis présumé mort. Il a également un ancien ami militaire du nom de Charles Gunnar. Léonard et Charles ont réalisé un voyage ensemble en 1983, peu après le divorce. Léonard était rentré seul, prétendant que son ami s'était enfui avec sa femme. Les restes des deux hommes ont été retrouvés au ranch de Wilseyville en septembre 1992. Ils étaient à l'écart des précédentes fosses. Ils ont été attachés et bâillonnés avant d'être tués. Le mode opératoire est assez vite établi. Suite à leur rencontre, Léonard et Charles tissent un puissant lien. Les deux hommes ont un passé similaire et semblent nourrir un attrait commun. Ils souhaitent asservir et torturer des femmes pour le plaisir. Et ça ne les empêche pas de se débarrasser de quelques personnes gênantes, quitte à décimer des familles. La procédure s'ouvre finalement en octobre 1998. Charles fait l'objet de 12 chefs d'accusation pour assassinat. L'accusé décide d'axer sa défense sur un point, c'est Léonard le responsable. Charles assure avoir été sous l'influence de son ami. Les deux hommes avaient une certaine différence d'âge. Léonard était à l'origine des meurtres, c'est lui qui était à l'origine des plans. La propriété appartient à son ex-femme. Le lieu des crimes est un bunker que Léonard lui-même a construit. Charles n'était qu'un pion dans ses projets meurtriers. Le procès est une épreuve pour le tribunal. Les preuves récoltées contre l'accusé sont nombreuses, comprenant des vidéos tournées par les bourreaux. Dès le début du procès, une vidéo est montrée aux jurés. Elle est loin de corroborer les déclarations de Charles. On peut y voir une femme assise sur une chaise, visiblement terrifiée. L'accusé se trouve dans la pièce, en train de se moquer d'elle. Il découpe ensuite ses vêtements à l'aide d'une paire de ciseaux. L'accusé est reconnu coupable pour 11 chefs d'assassinat le 11 février 1999. Charles est condamné à la peine capitale 4 semaines après le jugement de culpabilité. Le jury n'a pas pu statuer sur le meurtre de Paul Costner malheureusement. L'affaire a fait beaucoup de bruit dans le pays en raison de la brutalité des crimes. Le procès de Charles Ng est d'ailleurs considéré comme le plus coûteux de l'époque pour l'État de Californie. Il coûtera au total 20 millions de dollars. Charles Ng est aujourd'hui âgé de 63 ans. Il se trouve incarcéré dans le couloir de la mort de la prison de Saint-Quentin. L'homme se serait tourné vers l'art. Il y a de fortes chances pour que le détenu termine ses jours derrière les barreaux. Aucune condamnation à mort n'a été exécutée en Californie depuis 2006. Cette affaire est très vaste et très complexe. J'ai pu lire des sources qui indiquaient tout et leur contraire. Pour vous donner une idée, Léonard et Charles auraient pu se rencontrer avant la date que je vous ai annoncée. Charles aurait emménagé avec Léonard et son épouse avant le divorce. Le duo meurtrier aurait été arrêté ensemble suite au vol d'armes commis par Charles. Léonard a eu la chance de sortir de prison suite au règlement d'une caution par Charles Gunnar lui-même, l'homme qui est mort environ 1 an après suite à un voyage avec Léonard. Aujourd'hui encore, les autorités américaines cherchent à identifier les dernières victimes. Des exhumations ont lieu en 2021,
afin de permettre de nouvelles analyses. La procédure ne semble malheureusement pas avoir porté ses fruits. Une chose est sûre, cette affaire a repoussé les limites de ce qui était possible d'imaginer. On se retrouve pour la conclusion de notre affaire. Et comment vous dire qu'elle est absolument horrible. Ça faisait un petit moment que je vous avais pas présenté une affaire aussi macabre. On a ici tellement de victimes par la faute de deux monstres. Ces deux hommes étaient deux individus troublés depuis l'enfance. Léonard avait développé une passion pour les images à caractère intime. Il avait d'ailleurs retourné cette obsession sur ses sœurs. Le garçon aurait malheureusement été encouragé par sa mère ou sa grand-mère d'après les sources. Léonard avait un penchant sadique. Il n'hésitait pas à s'en prendre à des animaux sans défense. Charles a vécu dans un cadre maltraitant. Son père était très exigeant envers son fils. Mais Charles était également capable de se faire remarquer dans le mauvais sens. Il s'est fait renvoyer de nombreuses écoles, notamment pour vol. Ce penchant ne le quittera pas, même à l'âge adulte. Les deux hommes entrent par la suite dans l'armée américaine. Léonard suit une carrière sur plusieurs années, étant même envoyé au Vietnam lors de la guerre. Il est renvoyé à la vie civile suite à un diagnostic médical. Charles ne tiendra qu'une année, ayant commis un vol au sein même de la base. L'homme est alors confronté à la prison. C'est un an à peine après la sortie de prison de Charles qu'il fait la connaissance de Léonard. Sitôt sous le même toit, les deux amis se lancent dans un projet criminel commun. Le ranch de l'ex-femme de Léonard deviendra un enfer pour ceux qui y croisent la route du duo meurtrier. Les meurtres dureront 2 ans, jusqu'à ce qu'une autre affaire de vol fasse tout voler en éclats. À ce moment-là, Léonard décidera de se donner la mort. Charles est condamné à la peine capitale des années plus tard. À ce jour, ce dernier est toujours dans le couloir de la mort. De par leur duo terrible, Léonard Lake et Charles Ng ont arraché de nombreuses vies. Les deux hommes étaient impitoyables. Ils décimaient des familles entières, torturant des femmes laissées en vie durant de nombreuses heures. Ainsi se termine cette histoire horrible, et j'attends vos avis dans les commentaires. Maintenant mes amis, sans plus attendre, on va passer directement à notre deuxième histoire. Let's begin. Né le 14 mai 1997, Daniel Marsh est un enfant qui ne va pas avoir une existence facile. Ni pour lui, ni pour les autres, bien au contraire. On ne sait pas grand-chose de sa petite enfance, mais à partir de ses 10 ans, en 2008, on a un peu plus d'informations. Ses parents Bill et Sherry Marsh vont subir un divorce très litigieux après que la maman de Daniel soit tombée amoureuse d'une autre personne. Et cette personne-là était la maîtresse de maternelle de son fils. Elle travaille alors au service des travaux publics de la ville de Davis, dans laquelle la petite famille réside. Après le procès du divorce, c'est Bill qui reçoit la garde de Daniel. Ce dernier fera des allers-retours réguliers entre la maison de sa mère et celle de son père. Sherry n'est pas une mauvaise mère, mais elle a une certaine accoutumance envers la marijuana. Elle était depuis déjà quelques temps sous certains médicaments assez puissants pour certaines raisons. Il faut dire que son état de santé et sa toxicomanie sont à un tel niveau qu'un jour, elle fut retrouvée inconsciente dans sa maison. Après le divorce de ses parents, le petit Daniel est élevé par son père, qui est un homme qui n'a pas non plus une santé de fer. Depuis quelques années, il a quelques problèmes cardiaques et il peut vite se sentir très fatigué. La situation n'a pour le moment jamais été réellement dangereuse. Mais c'était sans compter le fait qu'il y avait encore un adulte qui pouvait réagir en cas de gros problèmes. Sa femme. Mais maintenant, il se trouve seul avec son fils de 10 ans. Et le scénario le plus dramatique qui pouvait se présenter se présenta. Le 9 novembre 2009, Bill est victime d'une attaque cardiaque alors qu'il est seul avec Daniel dans la maison. Tout de suite, encore debout et suffisamment énergique, il demande à son fils de vite monter dans la voiture pour se rendre à l'hôpital. L'hôpital se situait heureusement à quelques minutes de là. Mais durant le trajet, une nouvelle attaque foudroie violemment le cœur de Bill. Et cette fois-ci, c'était bien plus grave. Il lâche le volant et perd connaissance, faisant un arrêt cardiaque. Daniel va alors faire preuve de réflexes incroyables pour son jeune âge. Voyant la situation, il attrape le volant du break de son père pour l'emmener hors de la circulation. Dans l'incapacité de freiner, il n'a pas d'autre choix que de foncer dans un mur lorsque le véhicule est un peu près lent. Ensuite, il se tourne vers son père et le voit inconscient. En quelques secondes, il se rappelle alors ce qu'il avait vu dans des films à la télé. Vous savez, le moment où les sauveteurs appuient très fort sur le torse des gens inanimés pour les ramener. Daniel se met à frapper sur celui de son père de toutes ses forces. Et ça fonctionne, le cœur de Bill repart. Son fils venait de lui sauver la vie. Après cet événement, le jeune garçon reçoit un prix par la Croix-Rouge. Et son acte est célébré comme héroïque. Son père est très fier de lui.
tout comme les gens de sa famille et de la ville de Davis présents ce jour-là. Une année passe et Daniel se met à développer un comportement assez étrange. Il a des idées très sombres et il en parlera à l'âge de 11 ans à un psychologue scolaire. Il lui annonce avoir beaucoup de colère en lui, en particulier envers les autres. Selon lui, depuis ses 10 ans, il fait des rêves dans lesquels il assassine des gens. Et en plus de ça, il n'aime pas la maîtresse qui lui a volé sa maman. Il veut l'étrangler. Eh Daniel, on se calme, complètement marteau ce petit. Quand j'ai lu ce passage, ça m'a fait penser à ce petit extrait que vous devez connaître. Pas comme ça que ça doit se passer? Ça doit se passer comment? Mal. Mal? Ça veut dire quoi ça doit se passer mal? Je vais t'étrangler. Le pire, c'est qu'il a un petit air de ressemblance. Enfin bref, continuons. Plus sérieusement, tout ce que le petit est en train de dire est très préoccupant. Et c'est à partir de là qu'on aurait dû faire extrêmement attention, parce que la suite des événements, la suite de cette histoire, est tout simplement horrible. Bref, je reprends. Daniel n'aime pas la maîtresse et veut la voir mourir. Un médecin lui diagnostique alors un trouble de l'adaptation avec humeur dépressive. En août 2010, Daniel reçoit sa première prescription d'un antidépresseur particulièrement fort. Il s'agit du Zoloft et son médecin l'estime nécessaire en son cas. En octobre 2011, l'état de Daniel se détériore et il finira par être diagnostiqué anorexique mental. Le mois suivant, il est placé dans un programme ambulatoire intensif pour traiter la maladie. Le jeune homme âgé de 14 ans était descendu à 42 kilos. Daniel est alors hospitalisé pour son trouble de l'alimentation à l'hôpital de Berkeley du 29 décembre 2011 au 25 janvier 2012. Il est placé sous plusieurs médicaments, dont des antipsychotiques comme le Prozac ou la Abilify. Un médecin va noter qu'il a des sentiments de déréalisation, avec des expériences hors du corps 4 à 5 fois par semaine. La déréalisation, ça veut dire en résumé qu'on a l'impression de vivre un rêve alors qu'on est éveillé. C'est comme si tout ce qui était autour de nous n'était pas réel. C'est une réaction du cerveau face à un état de stress intense. Par moments, Daniel peut aller jusqu'à se faire du mal lui-même, jusqu'à se mutiler l'avant-bras. C'était sa manière à lui d'extérioriser la violence à laquelle il pense souvent, celle qu'il fantasme de faire aux autres. Mais il ne sait pas si c'est quelque chose qui au fond lui plairait réellement. Parfois il se dit que non, qu'il n'aime pas ses pensées, mais d'autres fois, elles deviennent irrésistibles. Et c'est plutôt cette deuxième sensation qui a manifestement tendance à prédominer dans son esprit. Les médicaments arrivent un peu à l'aider et à les réfréner, mais ils comportent aussi énormément d'effets secondaires. Cela les rend particulièrement difficiles à prendre. Peu à peu, Daniel développe un mal-être. Il semble même avoir des tendances à mettre fin à sa vie. À l'école, ça ne se passe pas très bien. Il est régulièrement moqué pour sa petite taille. Heureusement, il se fait tout de même quelques amis, et surtout un meilleur ami, Alvaro Garibay. Au cours de l'année 2012, Daniel découvre un site web très sombre qui héberge de nombreuses vidéos amateurs mettant en scène des actes sanglants réels. Il se met à consommer beaucoup de ce contenu, se fascinant pour le gore et la barbarie. D'ailleurs, Alvaro et lui partagent un certain intérêt pour les tueurs en série. Ils regardaient des reportages à la télé ou sur internet sur cette thématique. Qu'on soit bien clair mes amis, histoire de me dédouaner de toute responsabilité. Mais True Crime ne sont pas réalisés pour donner des idées macabres, bien au contraire. Ils sont réalisés pour se protéger de ce qu'il y a de pire dans cette société. Et ils sont aussi réalisés pour ne pas reproduire de telles choses. Et plus encore, ils ont pour but de rendre hommage aux victimes. Bref, reprenons. En plus d'avoir des idées noires, Daniel va alimenter un blog en ligne où il lui arrive de poster des photos particulièrement horribles, mettant en scène des scènes très sanglantes. Petit à petit, ses amis le voient s'enfoncer de plus en plus dans ce délire très particulier, sans pour autant véritablement réaliser jusqu'où tout cela aurait pu aller. Ce qui n'est pas très étonnant parce que beaucoup ont des centres d'intérêt morbides. Et à ce que je sache, ça ne fait pas d'eux pour autant des psychopathes tueurs. C'est ce qu'aurait pu penser Alvaro à propos de son ami jusqu'à ce jour dans la rue. Alors qu'il se baladait avec Daniel, celui-ci repère un chat. Apparemment l'animal avait tendance à l'énerver. On ne sait pas vraiment pourquoi. Toujours est-il que sous les yeux de son meilleur ami, il attrape ce chat et l'étrangle à mort. Faut être complètement barjot pour faire ça. Qu'est-ce que tu fais, mec? Excusez-moi, mais je ne supporte pas qu'on touche à des animaux. Pauvre chat. Alvaro est choqué et lui demande pourquoi il a fait ça. Et Daniel va lui répondre simplement « Je sais pas, j'avais juste envie de le faire, ce chat m'énervait. » Ensuite, comme si de rien n'était, il passe à autre chose. Quelqu'un de normalement constitué, encore moins de son âge, n'aurait pu faire ça. Et encore plus avec autant de sang-froid. C'est vraiment flippant, sérieux.
Alvaro, son ami, commençait à se poser des questions. Ces derniers mois, Daniel commençait à parler plus constamment avec ses amis de la torture et du meurtre, en particulier sur des personnes au hasard. Il se mettait à dessiner des images très violentes sur un petit journal en cours, avec beaucoup de détails morbides. Il lui arrivait de s'attaquer à d'autres animaux. Il avait ainsi violemment frappé un chien et tué un raton laveur. Dans un élan de confiance très mal placé, il a même demandé à son copain Alvaro s'il pouvait tuer son chien. À l'intérieur de sa tête, et ce malgré les médicaments, Daniel développe des comportements sociopathes. Devenu insensible aux images et vidéos qu'il visionne durant des heures sur internet, il s'imagine dorénavant tuer la moindre personne qu'il croise, se faisant des scénarios sanglants. Quand il s'agit d'animaux, non seulement ça me rend fou, ces actes me répugnent. On sait très bien que ça commence avec ça, et plus le temps passe, plus ça va aller plus loin. On avait l'impression qu'il avait une soif de sang et qu'il ne voulait plus s'arrêter. C'est juste malheureux de voir tout ça, et de voir un petit sombrer dans de telles horreurs. Pour s'ajouter à tout ça, le garçon de 14 ans se met à consommer de l'alcool et à fumer de l'herbe de temps en temps. Tout ça a le don de mettre son père de très mauvaise humeur, d'autant plus ayant connu son ex-femme toxicomane. Un jour, Daniel rentre à la maison complètement ivre et défoncé. Pour Bill, c'était la fois de trop. Il décide tout simplement de jeter son fils hors de la maison. Après cet événement, Daniel ne verra que plus rarement son père. Au début de l'année 2013, il est prescrit à Daniel Marsh un énième médicament, le Wellbutrin. C'est aussi un antidépresseur qui dispose également d'un effet de sevrage tabagique. En janvier, il est convoqué par le psychologue scolaire et il va expliquer qu'il a des idées de meurtre envers ses camarades de classe. Lorsque le psy lui demande s'il va passer à l'acte, Daniel répond « J'ai pleinement conscience que je pourrais blesser des gens ». Après cette déclaration plus qu'inquiétante, l'école décide tout simplement d'appeler la police. C'était la deuxième fois que cela arrivait. L'année dernière, des agents étaient déjà venus à cause des sombres confidences du jeune Daniel. Mais suite à ça, il a été de nouveau déterminé que le jeune homme ne présenterait aucun danger pour lui ni pour les autres. Et donc finalement, aucune autre mesure n'a été prise. Peu de temps après, Daniel a tout de même eu une autre rencontre avec le psychologue scolaire. Daniel avait décrit de manière très illustrée comment il voulait torturer des gens en pelant la peau de leurs mains et en leur coupant les paupières. Il a également confié que ses fantasmes ne faisaient qu'effleurer la surface de ses pensées et que surtout, il avait renoncé à les combattre. Des déclarations extrêmement perturbantes qui devraient déclencher un suivi plus approfondi. Mais non, car de nouveau, il ne se passera rien. Les morbides confessions de Daniel Marsh ne seront cette fois-ci pas divulguées aux autorités. Après que l'école ait jugé qu'il n'y avait pas de véritable intention ni de victime identifiée, ils n'ont rien dit. Bref, Daniel Marsh ne semble pas rencontrer d'obstacles concrets face à sa folie. Une folie qui s'accroît de jour en jour, de mois en mois. Il se met de parler de scénarios de meurtre en série à l'école. Et manifestement, il voulait devenir un tueur en série. Il voulait prendre exemple sur ceux qu'il voyait à l'écran, dans ses reportages. Là, il était clairement en train de songer à faire des choses horribles à l'avenir. Malgré ce contexte, il parvient tout de même à sortir avec une fille. Mais à son tour, il s'imagine de quelle façon il pourrait l'assassiner. En fait, il semble n'éprouver ni compassion, ni bienveillance envers les autres. Mis à part peut-être ses parents, et encore. Il avait eu par le passé quelques épisodes où il s'imaginait tuer sa propre mère. Mais ces phases étaient peut-être liées, selon certaines analyses des médecins, à ces médicaments particulièrement psychoactifs. Bien que noyé sous toutes ces pilules, on ressent Daniel Marsh comme étant une sorte de cocotte minute. Une cocotte minute qui chaufferait de plus en plus. Et bien que son sifflement aigu transperce les oreilles de nombreuses personnes, aucune n'ose véritablement s'occuper d'elle pour faire redescendre sa pression devenue insupportable. Pourtant, à ce rythme, elle va bientôt exploser. Cela paraît presque inévitable et les conséquences seraient alors dramatiques. À quelques minutes de la maison de Sherry Marsh, la maman de Daniel, vit un couple de retraités au 4006 Cowell Boulevard. Il s'agit de Claudia Maupin et Oliver Northup. Oliver, 87 ans, est un ancien militaire de la marine américaine et a été un avocat réputé durant 63 ans. Sa femme Claudia est une dame de 76 ans, très pieuse et très active dans son église. Ensemble, ils font partie des membres fondateurs d'une église unitarienne universaliste, un mouvement religieux côtoyé par beaucoup de gens. Claudia et son époux sont perçus comme des gens admirables, rayonnants, très respectés et appréciés du voisinage et de leurs amis. Ils sont particulièrement actifs tous les deux malgré la retraite. Oliver fait même partie d'un groupe local de musique folklorique du nom de Putah Creek Crawdads et il se produit régulièrement lors de fêtes populaires. Claudia est mère de 3 enfants d'une précédente union et son mari en a 6 de son côté.
Régulièrement, leurs enfants viennent les voir, ainsi que leurs petits-enfants. Claudia et Oliver sont comme une grande famille recomposée, qui s'entend à merveille. Le week-end du 13 avril, leur programme était assez chargé. Beaucoup d'amis à voir, et 2 représentations avec le groupe, une le samedi et une le dimanche. Là, il est samedi soir, et le couple s'installe dans sa chambre après une journée riche en émotions. Dans leur chambre, lorsque Monsieur Northup et Madame Maupin éteignent leur lumière pour aller se coucher, ils ne s'imaginent pas que c'est la toute dernière fois qu'ils se souhaitent bonne nuit. Comment pourraient-ils s'imaginer que dans le silence nocturne de leur quartier si tranquille, un jeune garçon allait bientôt errer, assoiffé du sang d'inconnus. Entre 2 et 3 heures du matin, dans une des chambres de la maison de Chéri, un jeune homme aux longs cheveux blonds s'active. Daniel Marsh s'habille de vêtements noirs, puis sort de chez lui pour se balader dans le quartier de Davis, habituellement très calme à cette heure. Avec lui, il a amené un couteau de chasse à la lame très aiguisée. Il a également pris du ruban adhésif et une cagoule noire de ski. Son cœur bat rapidement, car il n'a qu'une idée en tête. Trouver une maison avec une porte ou une fenêtre ouverte pour s'y introduire. Après avoir fait le tour d'une bonne quarantaine de maisons, il tombe sur la maison d'Oliver et Claudia. Il parvient à ouvrir une fenêtre qui n'est pas verrouillée. Il place un morceau de ruban adhésif sous chacune de ses chaussures pour les empreintes. Une fois que c'est fait, tout doucement, il entre. Une fois à l'intérieur, tout est sombre et silencieux. Un seul bruit, léger, vient troubler le calme ambiant. C'était des ronflements. Celui qui aura très bientôt 16 ans va se mettre à suivre ces bruits jusqu'à la chambre du couple endormi. Daniel Marsh y entre et se retrouve debout face au lit, devant les retraités. Il était juste au-dessus de leur visage. À ce moment précis, il se décrit comme étant nerveux mais exalté, en pensant ce qu'il s'apprête à faire. Il sort son couteau et reste sans bouger pendant presque 10 minutes à regarder Oliver et Claudia dans la pénombre. Mais soudainement, Madame Maupin se réveille. Elle distingue la silhouette noire qui l'observe et se met à hurler. Daniel n'hésite pas une seule seconde de plus. Il poignarde Claudia à maintes reprises qui crie et appelle à l'aide. À cause du bruit, Oliver se réveille, encore complètement à l'ouest par son sommeil. Il n'a malheureusement pas le temps de réagir que l'adolescent lui met un coup de couteau à la gorge. Là encore, il n'a pas hésité une seule seconde. Il lui met un coup de couteau à la gorge, le rendant incapable de se défendre lui-même ou son épouse face aux autres assauts. Après leur mort, Daniel continue de donner de violents coups de couteau au corps ainsi qu'à les frapper. Tout ce qui suit est d'une extrême violence qui sont très dures à entendre. Donc je préfère vous prévenir, ça va être encore plus sombre. Là, on peut le dire, il était au sommet de sa folie et il continue de commettre des actes monstrueux. Il aurait pu s'en rendre compte et s'arrêter là. Mais non, il va tout simplement continuer. En tout, il distribue plus de 60 coups de couteau à chacun. Ensuite, Daniel décide d'éventrer et de disséquer le couple encore allongé dans une mare de sang. Comme dans une sorte d'expérience morbide, il découpe une partie de la jambe et du ventre de Claudia. Il va ensuite extirper de la graisse afin de l'examiner. Il ouvre également le front d'Oliver pour voir ce qu'il pourrait y trouver. Il voulait aussi savoir la sensation que ça pourrait lui procurer. Il essaie également d'extirper un œil à l'aide de sa lame, mais sans succès. Pour finir, il décide de placer un téléphone portable dans le corps de Claudia et un gobelet en verre dans le corps de son époux. Cette étrange action avait pour but selon lui d'emmerder les gens qui enquêteraient. En sortant de la maison, Daniel Marsh déborde d'endorphine. Ses vêtements sont couverts de sang et il vient de vivre le sentiment le plus agréable qu'il n'a jamais vécu jusqu'ici. C'était même plus fort que le sexe selon ses dires. Son plaisir avait atteint son paroxysme au moment où ses victimes étaient encore conscientes et résistaient. Ce sentiment pervers de plénitude persistera pendant plusieurs semaines dans son esprit. Le lendemain, le dimanche 14 avril 2013, Oliver Northup ne se présente pas à la représentation du groupe prévue plus tôt dans la journée. Le directeur en charge de cette dernière décide alors de contacter une des filles de Claudia Maupin dimanche soir. Cette dernière essaie de les joindre par téléphone mais n'y arrive pas. Ni sa mère ni son beau-père ne répond. Alors elle se rend directement sur place, mais même là, personne ne répond. Elle a beau frapper à répétition, mais personne ne viendra lui ouvrir la porte. Devant la maison, elle ne parvient pas à voir clairement à travers les vitres de la résidence sombre, mais elle sent bien que quelque chose cloche. Elle dispose d'un double des clés, mais elle n'ose pas entrer. Elle a comme un très mauvais pressentiment, donc elle décide d'appeler la police. Vers 21h, des agents arrivent sur place. Ils font d'abord le tour de la maison par le jardin. Finalement, ils remarquent les corps à travers une fenêtre, à l'aide d'une lampe de poche. Ils trouvent également une fenêtre ouverte. Un mandat est rapidement établi et la résidence est déclarée scène de crime. Pour la police, il n'y avait aucun doute. C'était clairement un meurtre commis par quelqu'un qui est entré par effraction. Une enquête de plusieurs semaines vient de débuter.
Cet acte semble être l'œuvre d'un professionnel, et pour cause. Les agents ne trouvent absolument rien qui puisse l'identifier. Pas un cheveu, ni une empreinte, ni quoi que ce soit. Quelques semaines passent et plusieurs dizaines d'enquêteurs travaillent sur l'affaire, qui se révèle particulièrement difficile au vu du peu d'indices. Pour mettre toutes les chances de son côté, la police de Davis ouvre une ligne téléphonique. Ainsi, ceux qui souhaitent aider pourront apporter des éléments. La famille des victimes, leurs amis et les voisins sont nerveux. Ils sont nerveux car ils ont désormais peur du mystérieux tueur qui attaque peut-être de façon aléatoire dans le quartier. En premier lieu, les policiers choisissent de se tourner vers la grande famille recomposée de Claudia et Oliver. Leur mort était peut-être liée à une querelle. Les autorités se doivent de vérifier chaque hypothèse. C'est de cette façon que Tony Northup, le petit-fils d'Oliver, deviendra le principal suspect de l'enquête. Lors d'une fouille de sa maison, la police retrouve d'étranges indices qui pourraient avoir un lien éventuel avec les meurtres. Par exemple, son appartement venait d'être impeccablement nettoyé juste après les assassinats. Ou encore, un dessin très troublant dessiné par Tony lui-même. Ça représentait un homme tenant un couteau et se tenant au-dessus de 2 enfants dans un lit. La police, loin de se douter que tous ces faits ne sont qu'une pure coïncidence, décide de tout perquisitionner chez lui, le temps de faire la lumière sur toute l'histoire. Tout ça va être une expérience très traumatisante pour Tony, qui venait déjà de subir la perte d'un être cher. Pendant ce temps, Daniel Marsh continue d'aller à l'école comme si de rien n'était. Pour l'heure, personne ne se doute que lui, un adolescent de même pas 16 ans, aurait eu un quelconque lien avec la tragédie du quartier de Davis. Mais Daniel jubile beaucoup trop, à tel point qu'il a besoin de s'en vanter auprès de certains camarades. Ainsi, il raconte à son meilleur ami Alvaro, qui avait eu écho de cette histoire, que c'était lui l'auteur de ces assassinats. Mais ce jour-là, son ami ne voulait pas en entendre parler. Le lendemain, cependant, Daniel insiste. Il a besoin de partager le sentiment qu'il était en train de vivre. Il en parle de nouveau à son ami et à d'autres personnes lors de la pause déjeuner. Il leur raconte qu'il est dans le journal. Après l'école, il s'adresse également à sa petite amie et lui demande si elle avait entendu parler des meurtres. Là, il va beaucoup trop loin. Il se met à décrire chaque détail, dont la façon où il avait tué le couple. Il était en train de sourire en disant à quel point il se sentait bien après l'avoir fait. Le lendemain, se sentant en confiance, il décrit ses actions à son ami avec ces mêmes détails, souriant à nouveau et affirmant que c'était la meilleure expérience qu'il ait jamais eue. Son ami décide d'esquiver à nouveau la conversation, mais le prend beaucoup plus au sérieux cette fois-ci. Il décide d'en parler avec la petite amie de Daniel, et ensemble, ils commençaient à se rendre compte de la gravité de la situation. Peut-être qu'il avait vraiment fait ce qu'il raconte, et que ce n'était pas des histoires. Mais malheureusement, ils ne font rien de cette information. Ils ont peur, car si tout ceci est réel, c'est un monstre qu'ils ont devant leurs yeux. Et ils craignaient de ce qu'il pourrait leur faire subir si jamais ils parlaient à quelqu'un d'autre. Une aura vient de se créer autour de Daniel, une aura très dangereuse. Les semaines passent et le sentiment de bonheur du jeune tueur est toujours présent. Mais il sait que bientôt, ce sentiment s'estompera. Il faut l'entretenir, le faire vivre. Alors une nuit, il s'esquive à nouveau du domicile familial pour se promener dans le quartier, à la recherche de nouvelles proies. Mais cette fois-ci, il laisse le couteau à la maison et préfère la batte de baseball, pensant que s'il se fait attraper, personne ne fera le lien entre lui et le meurtre du couple. Je vous vois venir, bande de fourbes. Mogo Junior n'a rien à voir avec cette histoire. Il est tout doux et gentil. Enfin bref, je continue. Daniel entreprend d'en finir avec le peu d'humanité qui lui reste, en décidant volontairement de se laisser envahir par une seule obsession, celle de faire souffrir, celle de tuer. Cette nuit-là, cependant, il ne trouve personne à attaquer. Mais Daniel n'en restera pas là. Il a besoin de cette adrénaline et il repense à son ex-petite amie. Lorsqu'il faisait l'amour avec elle, il avait certaines pratiques consensuelles qu'il appréciait. Lui serrer fortement le cou par exemple pour simuler l'étouffement ou d'autres actes brutaux. Il y a quelques années, il avait aussi songé à la tuer. Daniel avait pris l'habitude d'emmener son couteau de chasse en classe. Alors un jour, Alvaro décide de prévenir à l'école. Cela entraînera la suspension de son ami pendant quelques temps. Le 4 juin, la petite amie de Daniel Marsh décide de rompre avec lui parce qu'elle se sentait trop intimidée par son comportement. 1 ou 2 semaines plus tard, vers minuit, Daniel se faufile dans sa maison par la porte du chien. Une action assez étrange qui lui fera craindre pour sa vie. Cette dernière parlera de cet incident à Alvaro, qui prendra un peu plus tard la décision de parler des histoires de meurtre au père de Daniel, Bill. Malheureusement, il n'y croira absolument pas. Enfin, Alvaro décide d'appeler le 911. Il déclara plus tard qu'il avait pris la décision de contacter la police à ce moment-là parce que Daniel avait dit avoir envie de tuer à nouveau. Après cet appel, Alvaro est convoqué et interrogé au poste de police pendant plusieurs heures. Puis Daniel est enfin arrêté le lendemain,
le 17 juin 2013, environ 2 mois après les assassinats. Ce jour-là, la police le place en garde à vue pour l'interroger. Au départ, Daniel nie l'accusation en bloc. Il a quelques problèmes avec la violence, mais ce n'est pas lui qui a tué Oliver et Claudia. Ça, c'est ce qu'il était en train de dire, et il s'est mis à supplier les policiers de le croire. Il disait qu'il n'avait strictement rien à voir avec tout ça. Mais les antécédents et le profil du jeune homme ne jouent absolument pas en sa faveur, c'est même l'inverse. Les enquêteurs ont le temps. Durant plusieurs heures, ils le travaillent patiemment au corps en cherchant à tout savoir de lui. Ils vont lui poser des questions concernant son enfance, le but étant de le fatiguer et de le repousser dans ses retranchements, afin de voir si ses versions restent les mêmes. Et cette méthode va finir par payer. Au bout de 3h35 d'interrogatoire, Daniel finit par baisser une partie de sa garde. Lorsque l'agent assis face à lui demande une énième fois pourquoi il mentirait à la police, le garçon craque sous l'émotion et il bafouille. « J'ai tellement peur en ce moment. Bien sûr que je vais faire tout ce que je peux pour essayer de dire que je n'ai pas fait ça. » En entendant cette réponse, l'agent regarde Daniel dans les yeux. Ils savent tous les deux qu'ils s'apprêtent à se livrer. Le véritable interrogatoire allait commencer. Plus vulnérable que jamais, Daniel enchaîne. « Si vous voulez m'aider, alors ne gâchez pas ma vie. S'il y a quelque chose, envoyez-moi à l'hôpital psychiatrique. » Par la suite, dans une longue déclaration de 165 pages retranscrite par la police, Daniel va tout avouer en donnant tous les détails. Il va expliquer de quelle façon il s'était introduit dans la maison de ses voisins retraités et comment il les avait regardés dormir avant de leur porter les coups mortels. Puis il expliquera les intentions qui l'ont poussé à placer des objets dans leur corps pour embrouiller l'enquête. Mais Daniel va encore plus loin. Il explique à l'agent que pour lui, tuer est un besoin irrésistible. Cette nuit, il avait perdu le contrôle. C'était très grave, mais après, il se sentait tellement mieux. D'ailleurs, les semaines d'après à l'école, son comportement et ses notes étaient plus positifs. Il raconte aussi que lorsqu'il rencontre quelqu'un, la première chose à laquelle il pense, c'est de quelle façon il pourrait bien la tuer. C'est simple, il ne ressent aucune empathie ni sympathie envers les autres. Il ne ressent que de la haine ou un intérêt égoïste. L'agent, visiblement intrigué par cette déclaration, lui pose une question. « Moi, par exemple, de quelle façon me tueriez-vous » Dans le plus grand des calmes, Daniel lui répond alors « Il y en a beaucoup. Je vous étoufferai à mort avec votre cravate. Ou alors, je frapperai votre visage dans le miroir jusqu'à ce qu'il se brise. Ensuite, je vais attraper un morceau de verre et vous trancher une artère. Mais il n'y a rien de personnel, hein ?» Pour finir, il déclare que toutes les preuves sont à disposition des enquêteurs dans le garage de sa mère. Ses vêtements ensanglantés qu'il avait gardés en souvenir, ainsi que son couteau. Selon certains articles, Daniel s'est dit choqué de s'être fait dénoncer par son meilleur ami. Il pensait manifestement qu'il partageait le même état d'esprit, à savoir le plaisir de tout ce qui pouvait toucher au meurtre, au sang et au tueur en série. Sur cette question, Daniel semble visiblement déconnecté sur ce qu'il pouvait réellement partager avec ses proches. L'interrogatoire est terminé et Daniel est envoyé en détention provisoire en attendant son jugement. Suite à son arrestation, c'était un soulagement pour une grande partie du voisinage, qui peut enfin mettre un visage sur le tueur aux cibles aléatoires. Il était temps maintenant de condamner Daniel pour les actes horribles qu'il avait commis. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé d'une affaire avec de telles atrocités. Ici, ça ne s'arrête pas juste à un meurtre, ça va encore plus loin avec des actes malsains et horribles. Daniel, il est plus que temps de te faire enfermer et de soigner le mal qui est en toi. Durant son procès, Daniel et ses avocats utilisent comme défense la folie mentale. En outre, comme il n'avait pas 16 ans au moment des meurtres, l'accusé devrait être jugé comme un mineur et bénéficier d'une peine plus légère. Ce que souhaite sa défense, c'est qu'il puisse espérer avoir une libération conditionnelle à partir de ses 25 ans. Ils veulent tous miser sur une loi récente des États-Unis, la loi SB 1391 qui concerne les mineurs. Mais le tribunal ne voit pas les choses de la même façon. Pour eux, c'est un garçon dangereux et sociopathe. Il savait très bien ce qu'il faisait lorsqu'il a tué, et il l'a même planifié en préparant son couteau, ses vêtements et son ruban adhésif. Lors du procès, le juge trouve les meurtres si horribles, si atroces qu'il décide même de juger Daniel comme un adulte, le considérant totalement responsable de ses actes. Il en a le droit, même si ce jugement va être beaucoup remis en question pendant plusieurs années après toute cette histoire. Et le 26 septembre 2014, alors qu'il n'a que 16 ans, le verdict tombe. Daniel Marsh est condamné à 52 ans de prison
prison, mais admissible à une éventuelle libération conditionnelle après les 25 premières années. Il pourra même être libéré à l'âge de ses 25 ans, en 2022, du fait de la fameuse loi SB 1391. Mais rien n'est encore sûr, le dossier sera peut-être réexaminé sur demande. Son lieu de détention est désormais fixé. Il sera incarcéré à l'établissement correctionnel R.J. Donovan dans le comté de San Diego en Californie. Maintenant, on va reparler des victimes. Les meurtres de Claudia et Oliver ont conservé un statut très médiatisé en raison de leur nature choquante et horrible. Ils ont eu une incidence sur le débat sur les politiques entourant la détermination de la peine des jeunes délinquants. Mary Northup est la fille de Oliver et la belle-fille de Claudia. Bien que très bouleversée par ce crime odieux, elle fut la cible de sentiments contradictoires lorsqu'elle a appris que le tueur n'avait que 16 ans. Pour elle, les tueurs qui sont en pleine possession de leurs moyens doivent payer pour leurs actes. Mais lui, ce n'est qu'un enfant. Elle a longuement douté sur ses convictions et par rapport au comportement qu'elle devait avoir face à toute cette histoire. Plus tard, elle déclare avec un sourire nostalgique toutes les choses suivantes. Mon père avait une expression. Il disait « À 16 ans, ils devraient mieux savoir, mais ils ne peuvent pas penser clairement. Si une personne commet un crime, elle doit en assumer le prix. Ou aller mieux si c'est quelqu'un qui a besoin d'aide sur le plan de la santé mentale. Mais je ne suis pas dans la vengeance, et je ne pense pas que mon père l'aurait été non plus. Je trouve ça quand même très fort de sa part, de penser tout ça. Sachant que ses parents sont partis bien trop tôt. Elle arrive à avoir une certaine compassion et ne pas penser qu'à travers la vengeance, et je trouve ça super beau. Perso, si j'avais perdu mes deux parents, je ne sais pas comment j'aurais réagi, et sérieusement je ne sais pas si j'aurais eu la force qu'elle a dans sa tête. Donc franchement pour tout ça, respect à elle. Avant de terminer cette histoire, revenons une dernière fois vers Tony Northup, le petit-fils d'Oliver. Il était apparu comme un suspect dans l'affaire à cause de certains concours de circonstances qui plaidaient en sa défaveur. Si la police l'a finalement dédouané de l'assassinat de Claudia et de son grand-père après avoir trouvé le coupable, ce ne sera pas le cas de certains voisins et proches. Ils vont garder des doutes à son sujet pendant plusieurs années. Ces soupçons seront insupportables pour Tony. Associés à ça des pertes financières très conséquentes, plus de 16 000 $ devront être assumés par lui et sa famille pour toutes les perquisitions faites par la police, ainsi que les frais d'avocat qui ont dû être engagés pour les procédures. Soumis à ce stress, il finira par se donner la mort dans sa maison en 2016. Ce fut une tragédie de plus au sein de la famille Northup. Cette année, en 2022, Daniel a fêté ses 25 ans. Il sera donc peut-être libéré en vertu de la fameuse nouvelle loi adoptée dans le comté. L'affaire est régulièrement examinée par les tribunaux américains, ce qui est un véritable supplice pour les familles des victimes. Mais Daniel Marsh se dit aller beaucoup mieux mentalement. Il tente encore aujourd'hui, et avec l'aide de ses avocats, d'obtenir un jugement à la hauteur du mineur qu'il était à l'époque. Il tente le tout pour le tout afin de bénéficier d'une réduction de peine. Ainsi se termine l'affaire Daniel Marsh. Comme j'ai pu le dire, on fait face à des crimes odieux qui font froid dans le dos. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas parlé d'un tueur avec des actes aussi sombres et barbares. Aujourd'hui, ma question est la suivante. Selon vous, Daniel Marsh est-il malade psychologiquement? Et si c'est le cas, est-ce qu'on pourrait expliquer suite à sa maladie mentale l'horreur de ses actes? Je sais, c'est une question très délicate, mais faut essayer de pousser plus loin la chose. Ici, je vois mal un individu sain d'esprit commettre tout ça. Être conscient et faire autant de mal autour de lui. Ici, on a un enfant qui petit à petit sombre dans une folie meurtrière. Ça en devient vital pour lui. À travers l'histoire, on sent qu'il a besoin de ça. J'attends vos avis concernant l'affaire Daniel Marsh en commentaire. Et aussi, selon vous, si on retrace son passé jusqu'à son enfance, est-ce qu'on aurait pu éviter tout ça? Si vous pensez que oui, de quelle manière vous auriez procédé? Enfin bref, cette vidéo est terminée. Merci à vous d'être toujours de plus en plus nombreux, ça me fait vraiment plaisir. Sur ce, prenez soin de vous et vos proches. Quant à nous, on se retrouve très vite, c'était Mogota.